Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Le sommet extraordinaire de la zone euro pour juguler la crise de la dette pourrait avoir lieu dans les tout prochains jours. On parle de lundi éventuellement. L'Europe peut-elle se permettre les atermoiements qui durent maintenant depuis des semaines compte tenu de la situation ? Non, mais le processus de décision européen est compliqué parce que on est une dizaine d'États dans la zone euro et c'est comme une famille. Se mettre d'accord à 10, c'est beaucoup plus compliqué que de se mettre d'accord tout seul. Donc c'est compréhensible qu'il y ait des atermoiements. En même temps, là, je pense que le temps de la décision est vraiment venu. Et depuis un an, une grande majorité des États européens ont refusé l'idée que la Grèce doive restructurer sa dette. Or, aucun économiste, aucun analyste financier ne pense que ce scénario n'est possible. Et donc les dirigeants de la zone euro se sont mis dans une seringue, en quelque sorte, dans une impasse, et ils doivent maintenant trouver les moyens de changer de position et d'assumer le fait que oui, la Grèce devra restructurer, ne remboursera pas toute sa dette. Et c'est la décision politique qui est compliquée à prendre parce qu'elle infirme ce qui a été dit depuis un an par les responsables, et nous disions depuis un an que c'était quelque chose qui ne tiendrait pas la route. C'est-à-dire que les politiques ont refusé de voir la réalité économique. Ils ont mis une sorte de drapeau de fierté en disant il n'y aura pas de restructuration de la dette grecque. Or, la restructuration, c'est pas la faillite d'un État, c'est simplement le fait de dire vous deviez 100, vous deviez 100 à la Grèce, et puis finalement on va vous rembourser 80 ou 70, ou au lieu de vous rembourser en 3 ans, on va vous rembourser en 10 ans, etc. C'est un phénomène économique. Tous les jours, les entreprises privées restructurent leurs dettes. C'est pas la fin du monde. Sauf que là, on en a fait quelque chose de totalement politique, d'étendard, de fierté, et du coup, ça a compliqué la situation. Pour quelle raison alors en a-t-on fait ? C'est un principe, une religion en quelque sorte. Parce que je pense que c'est pour des raisons strictement politiques, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui les marchés financiers ont intégré le risque de défaut. Quand on voit les notes sur la Grèce des agences de notation, c'est un pays qui est en quasi-faillite. Et quand on voit la décote, c'est-à-dire le prix auquel s'échangent aujourd'hui les obligations grecques sur les marchés, elles intègrent une perte de valeur de la moitié. C'est-à-dire que les marchés anticipent déjà une restructuration de fait de la moitié de la dette grecque. Donc autant leur donner raison, parce qu'aujourd'hui, le risque de contagion à d'autres pays, il est davantage lié au fait de ne pas reconnaître cette réalité que de prendre cette décision. La mise en place d'un deuxième plan d'aide à la Grèce bute encore, notamment sur la participation des créanciers privés, banques et fonds d'investissement, qui suscitent des divisions, notamment entre Berlin et Paris. L'Allemagne en fait jusqu'à maintenant une condition sine qua non de sa participation à un plan, alors que d'autres pays, dont la France par exemple, redoutent que ça n'aggrave la crise. Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce qu'il est juste, oui ou non, que les banques privées mettent la main au portefeuille dans cette affaire ? Il est juste qu'elles le fassent dans la mesure de leur capacité. Et depuis plusieurs mois, depuis le printemps 2010, date à laquelle la crise grecque s'est déclenchée, les banques privées ont déjà vendu énormément d'obligations grecques, celles qu'elles détenaient dans leur compte. Elles les ont vendues à qui ? Essentiellement à la Banque centrale européenne, qui les a rachetées. Et donc aujourd'hui, l'exposition des banques européennes au risque grec est beaucoup plus faible. Et c'est ce qui fait dire à de nombreux économistes que leur participation, c'est-à-dire le fait d'assumer une perte sur les titres qui leur restent, est quelque chose de tout à fait supportable pour le système bancaire européen. Donc je pense qu'elles doivent contribuer dans la mesure où, si vous voulez, la logique, quand vous avez un taux d'intérêt élevé, aujourd'hui la Grèce a un taux d'intérêt à plus de 15%, ça veut dire qu'il y a du risque. S'il y a du risque, ça veut dire qu'à un moment donné, ce risque peut se réaliser. Sinon, vous n'avez aucune raison d'avoir un taux d'intérêt élevé. Donc dans une stricte logique libéral et capitaliste, à partir du moment où vous encaissez un taux d'intérêt élevé lorsque vous achetez une obligation risquée, vous devez assumer qu'il y a une part de risque. Donc c'est logique que le secteur bancaire contribue au coût de la restructuration. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, donc dans la limite de ses capacités. Voilà. Le deuxième élément, ce qu'il doit payer, c'est la Banque centrale européenne. Et là, on est face à une sorte de tabou des traités européens. C'est vrai qu'on se demande parfois, et certains le disent, pourquoi la Banque centrale européenne ne prête pas elle-même l'argent aux États qui en ont besoin, plutôt que d'aller l'emprunter et donc de payer un taux d'intérêt, et ensuite de le reprêter aux États. Non, la Banque centrale, ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qui n'était objectivement pas prévu dans les traités, mais elle a pris sur elle de le faire parce que nécessité fait loi, c'est d'acheter les obligations grecques ou portugaises ou italiennes ou irlandaises sur le marché pour délester en quelque sorte les acteurs privés d'obligations risquées. Donc elle a, en face de ces obligations, elle a donné de l'argent. Donc elle a fait un petit peu ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'elle a donné de l'argent et en échange, elle a obtenu des titres.
Bon, ces titres pourraient se révéler de mauvaise qualité. Et donc, si on restructure la dette grecque, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la comptabilité de la Banque centrale, ce qu'elle avait acheté 100 ne vaudra plus que 50. Pour équilibrer en face, elle a la possibilité, c'est le privilège de la Banque centrale, de créer de la monnaie. Et donc, elle va créer de la monnaie pour équilibrer son compte en contrepartie. Et nous, on a demandé de manière informelle à des gens de la Banque centrale européenne, est-ce que ce serait dramatique si la BCE créait quelques dizaines de milliards d'euros pour contrebalancer la perte liée à la restructuration de la dette grecque? La réponse est non. Donc là, on n'est pas sur une logique économique, enfin sur un risque économique, on est juste sur un tabou politique. Alors, deux questions encore. Les résultats des tests de résistance de 91 banques européennes vont être publiés en fin d'après-midi, après la clôture des marchés. On voit bien que donc c'est un peu sensible. Est-ce que de mauvais résultats sur un certain nombre d'établissements importants créeraient un nouveau coup de chauffe, une nouvelle surchauffe sur les marchés? Oui, parce que les actifs des banques le bilan des banques est encore fragile. Et donc les stress tests ont été faits de façon à ce qu'un certain nombre de banques ne les passent pas, parce que les stress tests précédents avaient été ridiculisés, parce que quelques jours après avoir dit que toutes les banques les passent, les banques irlandaises faisaient faillite. Bon. Donc là, ils sont plus durs, mais ils n'ont pas testé le scénario le plus dur. Donc il y aura sans doute une petite poignée de banques qui ne passera pas les stress tests. Ils ont été calibrés pour ça, en quelque sorte. Ce qui compterait, ce serait de faire des stress tests plus durs, pas forcément publiés, parce que ça mettrait la panique, mais qui permettraient aux décideurs politiques d'avoir le véritable impact d'un certain nombre de décisions, comme par exemple la restructuration d'un certain nombre de défauts partiels d'État en Grèce ou au Portugal. Les stress tests portent en particulier sur la question de les capacités personnelles des banques, leurs fonds propres, au regard de ce qu'elles mettent sur les marchés. Et actuellement, c'est quoi, 4-5%, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est quand même un problème, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si une banque ne passe pas le test de résistance? Ça veut dire qu'on a testé un certain nombre de scénarios de crise et on s'aperçoit que la banque n'a pas suffisamment de fonds propres. Donc ça l'amène à quoi? Ça l'amène à aller chercher des fonds propres supplémentaires sur les marchés. S'il y a une poignée de banques qui sont concernées, ça ne pose pas de problème. Si on en a une trentaine ou une quarantaine, oui, effectivement, ça devient un problème. Très vite, en quelques secondes, compte tenu de ce qui se passe également aux États-Unis, est-ce qu'on peut s'attendre à une vraie crise majeure, oui, mondiale? Je pense qu'on n'a absolument pas résolu la crise de 2008, qui est une crise de surendettement. Sauf que les États, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les États ont pris de la dette, ils ont créé de la dette à peu près 20 points en Europe, et ils sont maintenant face à ce fardeau. On a juste transféré de la dette privée vers de la dette publique. Le problème n'est absolument pas résolu. Merci Pascal Canfin.